Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'activité 1 du chapitre 11, donc le chapitre 11 qui s'intitule le principe d'inertie. Et bon, pour aborder cette notion de principe d'inertie, eh bien on fait une activité sur un sport qui s'appelle le curling. Alors, vous avez peut-être déjà vu la vidéo ici en faisant le flashcode, ou là vous avez le lien là, donc qui vous explique un petit peu le principe de ce sport qui s'appelle le curling. Alors on vous dit donc en introduction, donc le curling est un sport d'équipe qui se pratique sur une patinoire et consiste à faire glisser des palets en pierre d'une masse d'environ 20 kg munis d'une poignée et à faire en sorte qu'ils s'arrêtent le plus près possible de la cible dessinée sur la glace. Alors, donc il y a deux phases qu'on va étudier, en fait même trois, mais on va faire avant le lancer, puis les phases pendant le lancer et après le lancer. Donc on vous dit donc premièrement phase numéro que je vais appeler phase numéro 1, c'est le joueur pousse la pierre devant lui en suivant une trajectoire rectiligne dans le référentiel de la patinoire. Et phase 2, le joueur lâche la pierre devant lui qui poursuit sa course vers sa cible. Voilà, donc là je pousse, puis là je laisse la pierre qui va s'en aller. Alors on s'intéresse au mouvement du palais dans les référentiels terrestres, et on négligera l'action de l'air. Alors, donc ici, on va d'abord faire une première approche avant le lancer. Donc là, on dit que la pierre est posée sur la glace et le joueur ne touche pas à la pierre. Alors, réalisez un bilan des forces qui s'exercent sur la pierre. Alors, vous avez deux forces qui vont s'exercer sur votre pierre. Comme vous êtes sur la terre, la première, c'est ce qu'on va appeler donc, son poids. Donc, on va noter ici le poids. Donc, premièrement, vous avez le poids. Alors, je vais écrire en bleu. Oubliez de changement de couleur. Donc, ici, c'est le poids qu'on va noter P majuscule. Et comme on est sur un support, il y a aussi la réaction du support. Donc la réaction du support que l'on va noter R majuscule avec une flèche, c'est un vecteur. Petit b. La pierre étant immobile par rapport au sol, que peut-on dire de ses forces? Alors, on doit voir que justement, comme les forces sont, comme la pierre est immobile, on en conclut assez facilement que les forces se compensent. D'accord? Ça veut dire quoi qu'elles se compensent? Ça veut dire qu'elles ont même direction, mais qu'elles sont même norme, mais qu'elles sont de sens opposé. Alors, donc, donner les caractères, que peut-on dire de ces forces? Donc, les forces se compensent. Les forces se compensent. Et donc, si on veut les caractéristiques, ça veut dire que, le poids, alors pour le poids, c'est quoi? Ça va être les caractéristiques, c'est vertical. Hein, la direction est verticale. Le sens, c'est vers le bas. Et puis, son intensité, sa norme, c'est P qui est égale à M fois G. D'accord? C'est-à-dire la masse fois l'intensité de la pesanteur. Et donc pour la réaction R, ses caractéristiques, c'est aussi vertical puisque c'est même direction. D'accord? Ça va être par contre cette fois-ci vers le haut, puisqu'elles sont de sens opposé. Et l'intensité est la même puisqu'elle se compense. Donc R égale mg aussi. D'accord? Ça va être les mêmes. Représentez ci-contre les forces qui s'exercent sur la pierre. Alors pour ça, je vais être obligé de calculer la norme. Alors vous avez sur votre feuille, pas 9,80, mais vous avez 10. On va mettre 10, ça va être plus facile pour faire les calculs. Donc ça fait P égale mg, donc la masse est 20 kg, fois G, ça fait 10, ça vous donne, égale 200 newtons. Comme c'est la même pour la réaction, je vais pas refaire le calcul ici. Alors maintenant, donc je vais la représenter. Donc c'est une force qui est verticale. Alors pour le poids, on va donc prendre le centre d'inertie de votre système. Le centre d'inertie, j'ai à peu près, on va dire à peu près au centre, ça va être G. Donc je vais faire un trait vertical. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de la bonne longueur. Alors on vous dit 1 cm pour 100 newtons. J'ai 200 newtons, donc voilà, on va faire un trait de 2 cm. Donc 2 cm, vous avez à peu près ça. Ici, vous. Ça va être votre poids, P. Et puis la réaction, donc elle par contre son point d'application, c'est pas celui-là, c'est le point de contact du sol. Alors comme c'est un vecteur, ça peut se mettre un peu n'importe où, mais là on va le faire correctement. Donc je vais appeler ça peut-être S, ou peu importe, on s'en moque. Et, donc ça c'est le point d'application. Et donc vous allez faire un trait cette fois-ci toujours vertical, mais qui va aller vers le haut, qui va faire forcément aussi 2 cm. Donc vous devez faire absolument la même longueur
Moi, ici, c'est pas facile de faire exactement la même longueur, mais vous devez faire la même longueur. Voilà. Donc ça, c'était pour avant le lancer. Vous voyez ici, donc, les deux forces sont compenses, ça bouge pas, voilà, ça me paraît tout à fait logique. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe pendant le lancer. Alors pendant le lancer, ça veut dire que je suis ici, hein, le joueur de curling ici tient la pierre et il lui donne de l'élan, hein, pour qu'elle puisse avancer. C'est pour ça que j'ai fait des petits traits ici, hein, qui permet donc de voir que ça commence à avancer. Alors le bilan des forces, bah, ça va être déjà la même chose, hein. Je vais avoir P, hein, son poids, je vais avoir la réaction R, et puis bah, je vais peut-être avoir d'autres forces. Déjà, premièrement, je vais avoir en plus la force du lanceur sur la pierre, d'accord, puisqu'il va, il va appuyer dessus, donc la force du lanceur sur la pierre. Je vais marquer pour être un peu plus rapide F, L, P, d'accord, pour aller un peu plus vite. Et puis, bah, on a aussi les forces de frottement. Donc les frottements qui vont, on va appeler ça petit f, F minuscule. Donc voilà, ça c'est le bilan des forces. Alors maintenant, eh bien, on va représenter ces forces. Alors je peux, par exemple, bah, déjà refaire à peu près la même chose que j'ai fait au-dessus, hein. Donc je vais essayer de faire un petit, essayer de faire un truc, ça. On va faire copier, coller. Oups. Il veut pas. Ah. Je vais le redéplacer. Voilà. Alors vous pouvez refaire la même chose, hein, évidemment. Donc j'avais fait ça. Voilà, donc ça ne change pas, hein, puisque le poids est toujours sur la terre et puis il est toujours posé sur le sol, donc ça ne change pas. Par contre, j'ai deux forces qui vont s'ajouter. Premièrement, bah, ça va être la force du lanceur. Alors le lanceur, il va vers la droite, donc moi je vais faire une force qui va aller vers la droite. Alors le point d'application de cette force, on pourrait le faire à ce niveau-là, au niveau de la poignée. Alors comme c'est un vecteur, c'est pas très grave, hein, on peut faire une translation de vecteur. Je peux le mettre ici par exemple au point G. C'est pas très grave. D'accord, je vais le faire ici. Voilà. Euh, alors pardon, excusez-moi. Donc la lanceur, donc par contre la force ici c'est 90 newtons. Donc comme 1 cm représente 100 newtons, bah, ça vous fait 0,9 cm. Donc ça vous fait un trait de 0,9 cm. Alors je sais pas combien ça fait exactement, ça doit faire à peu près ça. Donc vous faites un trait ici de 0,9 cm de manière horizontale. Donc ça, c'est la force du lanceur sur la pierre. Je vais peut-être faire un peu mieux. Donc FL, c'est un L sur P, vous donne ici une petite flèche. Voilà. Et puis la force de frottement. Donc la force de frottement, par contre, vous devez savoir qu'elle est toujours dans la direction opposée au déplacement. Donc comme le déplacement ici va vers la gauche, eh bien je vais faire une flèche de force de frottement qui va aller pardon, le déplacement va vers la droite, donc la force de frottement va aller vers la gauche. Et puis on vous dit, c'est 10 newtons. Donc je vais faire, bah, c'est pas beaucoup 10 newtons, ça vous fait 0,1 cm. Il y a une toute petite mini flèche. On va peut-être changer mon échelle. C'est pas grave, on va faire avec. La petite F ici, le but c'est de comprendre comment ça fonctionne. Alors, les forces qui s'exercent sur la pierre se compensent-elles, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces est-elle nulle? Alors, déjà, le R plus le P, ça s'annule, ça fait 0. Mais regardez bien, si vous faites ce vecteur-là plus ce vecteur-là, eh bien vous apercevez que celui-là, comme il est plus grand, évidemment que votre force ne sera pas égale à 0, puisque la force du lancer sur la pierre est plus importante. Alors, ce qu'on peut mettre ici, donc, se compense-t-elle? Bah, on va dire que non, hein, évidemment, ça ne se compense pas, puisque puisque vous voyez bien que ici le f de L sur P c'est plus grand. La somme vectorielle est-elle nulle? Bah donc non plus, hein. Conséquence, la somme vectorielle, alors pour faire somme, je vais faire un symbole, je vais faire le symbole sigma, alors je vais le faire en plus gros ici pour que vous voyez bien. Voilà, c'est ce symbole-là. Ça, en mathématiques, ça veut dire somme, c'est la lettre sigma majuscule. Donc ici, c'est la somme des forces, donc je vais noter somme des forces comme ceci, avec un F avec une flèche, différente du vecteur nul. D'accord? Alors pourquoi? Bah parce que on voit bien que F de L sur P, donc par exemple, hein, la norme de la force du lanceur sur la pierre est bien supérieure à la force de frottement que l'on a ici. Donc c'est pas possible.
Quelle est la nature du mouvement de la pierre pendant le lancer? Eh bien, si vous êtes en train de le lancer, vous allez forcément accélérer. Donc ici, on va avoir un mouvement rectiligne, hein, c'est tout droit, et accéléré. Donc mouvement rectiligne accéléré que l'on a ici. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phase. C'est la phase 2, c'est-à-dire que là maintenant, le lanceur a lâché la pierre, donc il ne touche plus la pierre, ça veut dire qu'il n'a plus d'influence sur cette pierre, et puis on voit ce qui se passe. Alors, petit 2, donc, le lanceur intervient-il sur le mouvement de la pierre? Ben non, évidemment, puisqu'il ne la touche plus, donc il ne peut plus intervenir dessus. Ça veut dire que cette force-là, la force de L sur P, la force du lanceur sur la pierre, eh bien, elle n'existe plus. La flèche violette ici, comme il n'intervient plus dessus, elle n'existe plus. On vous demande ensuite donc quel est le mouvement de la pierre sans balayeur. Alors si vous regardez le mouvement sans la pierre sans balayeur, c'est-à-dire ici, la dernière, voilà, ça se voit bien, puisque au départ, ici, on imagine qu'on lance la pierre, elle se trouve là, puis au fur et à mesure, elle ralentit. Donc c'est un mouvement ici rectiligne, ralenti. Donc mouvement rectiligne, ralentir. Voilà. Représenter V2 et V4 dans le cas avec balayeur, c'est-à-dire dans la position du milieu, à l'aide d'une échelle judicieusement choisie. Alors, on demande de représenter les vecteurs vitesse au point numéro 2. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être les numéroter, par exemple. Ici, j'ai le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3, le point numéro 4, le point numéro 5, etc., etc. Alors moi je veux V2. Alors vous vous souvenez peut-être que pour représenter un vecteur vitesse, eh bien on va mesurer entre le point ici et le point d'après. Donc vous allez mesurer une distance ici. Alors je peux noter la distance que l'on a entre 2 et 3. Alors la distance ici, entre 2 et 3, je vais la marquer ici, vous devez mesurer à peu près, moi j'avais mesuré 1,5 cm. Donc 1,5 cm. Alors par contre ici, ça c'est une distance mesurée sur votre feuille, c'est pas une distance réelle. Par contre, vous avez ici une échelle. Ici, vous avez de là jusque là, ça fait 1 mètre. Si on mesure de là jusque là, ça fait 1,4 cm. Ça veut dire que 1,4 cm mesuré va représenter ici 1 mètre. Donc vous n'avez pas 1,4 cm, vous avez 1,5 cm. Donc on fait un produit en croix. Ça vous donne que ça fois ça divisé par ça, et bien ça vous donne le résultat. Je vais le marquer peut-être en violet pour que ce soit plus visible. Donc votre résultat ici, ça sera donc vous allez faire 1,5 fois 1 divisé par 1,4. Donc ça revient à faire 1,5 divisé par 1,4. Et on trouve 1,1 mètre. Donc ça, c'est la distance réelle parcourue, d'accord? 1,1 mètre, c'est la distance réelle parcourue, parce que moi, j'ai mesuré 1,5 cm, puis avec l'échelle, ça vous donne cette valeur-là. Alors maintenant, si je veux eh bien la vitesse, alors la vitesse, c'est la distance, donc c'est égal à la distance de 3, que je divise par le taux. Le taux, ça se fait comme ça, c'est une lettre grecque. Donc taux, c'est 0,40 secondes. Donc on fait ce calcul-là, ça vous donne 1,1, c'est vraiment pas bien écrit. Donc 1,1 divisé par 0,40 et on trouve une vitesse de 2,7 mètres par seconde. Donc 2,7 mètres seconde moins 1. Alors on fait le même calcul pour le 4, donc de la distance 4,5 que je mesure, eh bien moi j'ai mesuré 1,3 cm. Donc en refaisant le même calcul, on va trouver une vitesse, alors ici c'est la vitesse 2, si on refait le même calcul, la vitesse 4, vous devez trouver 2,3 mètres par seconde. Donc voilà, j'ai mes deux vitesses,
Je ne détaille pas le deuxième calcul puisque c'est exactement le même, il faut juste mesurer et changer la valeur ici qu'on a mesurée. Donc ça reste exactement le même calcul. Donc 2,3 mètres par seconde. Alors maintenant, il faut que je les représente. Alors V2, je vais le représenter ici. Alors attention ici, hein, il faut que je trouve une autre échelle, hein, puisque ici j'ai qu'une échelle de longueur, j'ai pas une échelle de vitesse. Donc je vais déterminer notre échelle de vitesse. Alors je peux faire par exemple, alors il y a plusieurs possibilités, mais je peux marquer ici par exemple échelle de vitesse. Donc par exemple, je sais pas, moi ce que je peux faire, c'est que je vais marquer 1 cm pour 2 mètres par seconde. Donc 1 cm représenté fera donc 2 mètres par seconde. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ici, bah, je vais faire une flèche de 1,4 cm environ, et puis ici, je vais faire une flèche de 1,2 cm. Donc on va prendre la règle. En 2, je fais donc une flèche qui va commencer à ce point-là, et je vais faire donc 1,4 cm. Vous arrivez quasiment à ce niveau-là, je pense. Donc ici, c'est votre V2. Et puis pour le deuxième, eh bien, on fait une flèche de 1,2 cm. Donc ce qui vous fait arriver quasiment à peu près aussi à ce niveau-là. Donc ici, c'est votre V4. Bien, alors voilà, j'ai représenté mes vecteurs vitesse. On peut vous demander quelle est la nature du mouvement avec balayeur. Alors ici, vous avez un mouvement qui reste toujours rectiligne. Pardon. Donc un mouvement rectiligne. Cette fois-ci, par contre, vous voyez que votre vitesse diminue. Donc c'est un mouvement rectiligne, encore une fois ralenti. Alors comme j'ai marqué là, je vais faire un petit hops. Voilà. Donc c'est ralenti. D'accord? Donc avec ou sans balayeur, bah, j'ai aussi un mouvement rectiligne ralenti. Donc c'est la même chose. Par contre, quel est le rôle du balayeur? Bah, si vous regardez bien, eh bien sans balayeur, le palais s'arrête très rapidement. Alors qu'avec le balayeur, eh bien il va plus loin. Ça veut dire qu'on va agir sur la seule force possible. Donc la seule force possible, eh bien je vous rappelle que celle-ci en violette n'existe pas. La réaction ne change pas, le point ne change pas, donc on va agir sur uniquement les forces de frottement. Donc quel est le rôle du balayeur? Eh bien le balayeur permet de limiter les frottements. Voilà, il permet de limiter les frottements, il y a moins de frottements quand on balaye. En fait, quand vous balayez, ce qui se passe, c'est que vous chauffez la glace, et la glace bah, devient liquide, hein, c'est la fusion, donc ça fait de l'eau liquide, et donc votre palais, eh bien, il va mieux glisser sur quelque chose de liquide que sur quelque chose de solide. Donc ça permet de faire ça. Alors, deuxième phase, je vais aller un peu plus vite. Donc phase 2, c'est cas idéal, c'est sans frottement. Alors ici, c'était le cas avec frottement, c'est le cas réel. Par contre, on imagine maintenant qu'on limite complètement les frottements. Alors, cas sans frottement, c'est le cas qui se trouve tout en haut. Alors, on va refaire exactement le même type de calcul. Pardon, je fais des bêtises. Oh, je fais vraiment des bêtises. Voilà. Pardon, ici, c'est là. Donc V2 et V4, alors globalement on mesure à chaque fois, on va mesurer une distance de 1,7 cm dans les deux cas. Donc 1,7 cm dans les deux cas. Si je reprends avec l'échelle que j'avais donnée tout à l'heure, eh bien ça vous donne une distance parcourue réelle de 1,2 pardon, de mètres. Alors c'est le même calcul que tout à l'heure, je ne détaille pas. Donc 1,2 mètres en réel. Donc ce qui veut dire que la vitesse, alors que ce soit la vitesse 2 hein, et la vitesse 4, on trouve la même chose évidemment. Eh bien on trouve 1,2 mètres que je divise par mon 0,4, c'est-à-dire mon taux. Et dans ce cas-là, on va trouver 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde. Donc je dois représenter des flèches qui font 3 mètres par seconde. Avec mon échelle de tout à l'heure, hein, 1 cm représenté 2 mètres par seconde. Donc moi je vais faire des flèches de 1,5 cm. Donc 1,5 cm, ça va vous donner quelque chose de à peu près ici. Donc moi je vais faire mon V2, il va apparaître où? À peu près là. Ah, c'est celui-là? Non, c'est l'autre. Donc le V2 c'est celui-là.
donc 1,5 cm, et puis à partir de 4, donc 1, 2, 3, 4, pareil, 1,5 cm ici. Voilà, donc ici, hein, c'est le V2 et le V4, ce sont les mêmes. Alors, les détails sur les calculs de vecteur vitesse, je suis peut-être allé un petit peu vite ici, c'est compliqué. On l'a pas fait en classe, donc je vais pas détailler, c'est pas très important. De toute façon, ça sera revu l'année prochaine et d'une autre manière. Donc, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que ici, eh bien, votre vitesse avec balayeur, eh bien, c'est un mouvement ralenti. Et ici, si vous regardez bien, comme c'est toujours le même vecteur vitesse, eh bien, on a un mouvement rectiligne uniforme. Quel est le mouvement de la pierre dans le cas idéal sans frottement? Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc mouvement rectiligne uniforme, puisque j'ai le même vecteur vitesse partout. Alors sur le schéma ci-contre, indiquez les forces qui s'exercent sur la pierre lors de la phase numéro 2. Alors la phase numéro 2, hein, c'est là où il faut bien écouter le début. Bon, c'est un peu compliqué, je suis allé un peu vite. En fait, qu'est-ce que j'ai? Bah, le lanceur ne touche pas la pierre, donc il n'agit plus dessus, et je n'ai pas de frottement. Bah, qu'est-ce qui me reste? Bah, il me reste exactement la même chose que ce que j'ai au départ. Donc, ce que je peux faire, c'est exactement les mêmes forces. Ça, je vais faire un copier, un coller, non, un copier, et je vais faire un coller ici, comme ça va être plus facile, voilà. Et je vais le remettre exactement là où je l'ai pris, là où je vais le mettre, donc ici. Donc, globalement, ça qu'il va falloir retenir. Que peut-on dire des forces qui s'appliquent au système? Eh bien, encore une fois, elles se compensent, hein, puisque ce sont les deux seules forces que j'ai. Donc, elles se compensent. Elles se compensent. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir retenir, c'est surtout la conclusion ici. C'est quel peut être le mouvement d'un système dont les forces se compensent, et que peut-on dire du vecteur vitesse du système? Alors donc, que peut-on dire du mouvement d'un système lorsque les forces se compensent? Eh bien, j'ai deux possibilités. Soit votre système est immobile comme dans la première phase de lancer, soit, eh bien, j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Ce sont ces deux possibilités-là. Alors, il faut savoir qu'au point de vue de la physique, hein, il est dans un référentiel galiléen, il est strictement impossible de faire la différence entre quelque chose qui est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Pour cela, on peut essayer de faire donc cette expérience que je répète assez régulièrement, c'est l'expérience du train. On imagine que si vous êtes dans un train, alors on va complètement négliger toutes les forces de frottement, les roulements des roues sur les rails. On va dire voilà, c'est un train parfait, c'est un train qui va tout droit, en ligne droite, qui va à vitesse constante, et vous ne pouvez pas du tout sentir le frottement. Et en plus, vous êtes, comment dire, les volets sont fermés, vous ne pouvez rien voir. Donc vous êtes dans le train, donc voilà, le train avance en mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous vous endormez dans le train. Vous vous endormez, et quand vous vous réveillez, donc vous n'avez aucune possibilité de savoir ce qui est à l'extérieur, eh bien, vous serez totalement incapable de savoir si le train est à l'arrêt ou si le train est en mouvement rectiligne uniforme. Vous n'avez aucun moyen, il n'existe aucune expérience qui vous permettra de faire la différence entre les deux. Et donc, ces deux choses-là sont totalement équivalentes, hein. Que vous soyez immobile totalement parce que les forces se compensent, ou alors en mouvement rectiligne uniforme, eh bien c'est exactement la même chose. Si vous n'appliquez aucune force à votre système ou si les forces se compensent, eh bien vous avez deux possibilités. Soit vous êtes immobile, soit vous êtes en mouvement rectiligne uniforme. Hein, imaginons que dans l'espace, on prenne un objet, on lui donne juste une force, on est très très loin de toute matière, etc. Peu importe. Et donc on lui donne une petite impulsion, on n'y touche plus, eh bien l'objet continuera indéfiniment en mouvement de rectiligne uniforme. D'accord? Et s'il n'y a rien qui l'arrête, s'il n'y a aucune force qui va agir dessus, eh bien il va continuer comme ça indéfiniment dans l'espace. Voilà. Alors quel peut être le mouvement, je reviens ici à ma question, des fois je pars un peu loin dans mes explications, donc quel peut être le mouvement d'un système dont les forces se compensent? Donc on peut avoir un mouvement rectiligne uniforme ou immobile. Voilà. Ça, c'est les deux possibilités.
soit je suis en mouvement rectiligne uniforme, soit je suis immobile. Que peut-on dire du vecteur vitesse? Eh bien, le vecteur vitesse est forcément ici, comme on a représenté, un vecteur qui est constant. D'accord? Donc le vecteur vitesse, alors je vais l'écrire ici plutôt avec la main. Donc le vecteur vitesse égale une constante. Alors c'est une constante par contre vectorielle, donc je vais mettre une flèche. Donc c'est une constante, ça veut dire que c'est la même. J'ai toujours le même vecteur vitesse, c'est-à-dire même sens, même norme, même direction. Donc les trois paramètres ici sont toujours les mêmes. Alors, petit b, donc, que peut-on dire du mouvement du système si v est différent d'une constante? Alors, j'ai fait une petite faute dans mon énoncé, mais vous devez avoir la bonne version. Donc, si justement, je vais prendre l'exemple inverse, c'est-à-dire que si je sais que mon vecteur vitesse n'est pas une constante, c'est-à-dire qu'il va varier, d'accord? Il va varier, donc, soit en sens, soit en norme, soit en direction, hein, donc voilà, il peut changer de ces trois paramètres-là. Que peut-on dire de cas de la somme des forces appliquées sur le système? Eh bien, dans ce cas-là, je sais que toutes les forces se compensent, donc la somme vectorielle est égale à 0, j'ai une vitesse constante. Si par contre c'est le contraire, eh bien si j'ai pas une vitesse constante, je vais en déduire le contraire. C'est-à-dire que les forces qui s'appliquent sur mon système, la somme des forces n'est pas égale à 0. Donc que peut-on dire du mouvement du système si V est différent d'une constante? Alors déjà premièrement, son mouvement, ce ne sera pas un mouvement rectiligne uniforme, hein, puisque c'est le contraire évidemment. Donc son mouvement ne sera pas rectiligne uniforme ou immobile, hein, puisque les deux sont équivalents. Hein. Donc son mouvement ne sera pas rectiligne ou uniforme, donc ça c'est la réponse à la première partie de la question. Et dans ce cas, que peut-on dire de la somme des forces appliquant sur un système? Eh bien, je peux savoir que la somme des forces qui va s'appliquer sur un système, donc que je note comme ceci avec un sigma, va être elle aussi différente du vecteur nul. D'accord? Alors, je résume. En fait, si vous avez un mouvement rectiligne uniforme ou que l'objet est immobile, ça veut dire forcément que votre vitesse un vecteur vitesse sera une vecteur constant. Donc, dans ce cas-là, la somme des forces qui s'appliquent à ce système-là sera égale à 0. Et si je prends l'exemple opposé, hein, si je dis que je prends le contraire, eh bien dans ce cas-là, si je prends le contraire, on va dire que si je sais que le mouvement n'est pas rectiligne, uniforme ou immobile, hein, c'est-à-dire qu'en gros il accélère, il ralentit, il bouge, il change de direction, etc., eh bien je sais forcément que dans ce cas-là, eh bien il y a des forces qui s'appliquent dessus. D'accord? La somme des forces n'est pas égale à 0. C'est pas possible. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.